Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va faire le petit tour d'horizon. Ce matin, on va faire de l'intraday en plus, ce qui fait que je ne traiterai pas l'intégralité des scénarios swing intéressants. Bah, évidemment, hier, c'était quand même une grosse journée, donc on va faire un peu de swing quand même au début. Mais juste couvrir l'essentiel, pas d'analyse supplémentaire, rien d'autre. On fait juste le tour d'horizon et mise à jour des scénarios éventuels en swing. Et après, on passe tout de suite à l'intraday. Donc sur les cryptos, ça bouge. Hier, la clôture aura tenu jusqu'en bas, enfin jusqu'au bout. Et donc pour ce faire, en bas, donc un chandelier baissier. Attention, hein, c'est pas non plus fin du monde. Je pense qu'il ne faut pas surinterpréter ça. Je vous rappelle que le plan était donc de créer une compression du momentum, puis d'en faire une extraction. Donc ici, faux départ, hein, on avait quand même réussi à casser les trail lines, mais on voit que ça revenait vite dans l'autre sens. Là, cette fois, c'est bien, on arrive à faire un nouveau plus bas sur le momentum. Alors à confirmer aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que là, pour l'instant, le momentum, il est au même niveau qu'il était là. L'objectif, c'est de créer des creux et sommets ascendants et descendants. J'aimerais bien voir le momentum arriver à chercher maintenant les surachats et les surventes, prouver en fait que ce marché cherche bien un directionnel et veut sortir de cette phase de compression. Donc attention, ce qu'on savait, c'est que ça allait taper dans les deux sens, sans savoir nécessairement dans quel sens. La stratégie pour moi reste la même, à savoir, je pense que la volatilité baissière a moins de chances de s'exprimer que la volatilité haussière, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas s'exprimer. C'est simplement un rapport de force qui, me semble, normalement, devrait bénéficier à terme à des oscillations plutôt acheteuses plus que vendeuses qui réinstalleront timidement mais gentiment un sentiment de tendance haussière après. Donc pour l'instant, ça reste du range, c'est volatile, ça va être volatile, on devrait retrouver un peu de volatilité. Ça a tapé au nord la dernière fois, ça tape au sud, c'est pas une grande surprise. Je m'attends à ce qu'on aille plus bas et qu'on essaye donc de casser certains supports. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'aille pas plus bas que ça. Normalement, j'aimerais qu'on aille juste chasser un peu sous ces bottoms-là sans aller plus loin. J'aimerais pas qu'on s'attaque à la zone 5008 5770, là, voyez, cette zone entre ce support et celui-là, normalement celle-là on est supposé se la garder pour plus tard. Donc j'aimerais bien qu'on aille juste un peu là et bam, que ça reparte dans l'autre sens derrière. Enfin que ça, voilà, on revient à l'équilibre et puis on repart dans l'autre sens. C'est ça que j'aimerais. Et que dans l'autre sens, cette fois, on arrive à essayer de venir vraiment installer des clôtures au-dessus des 7004 et si possible essayer de tirer jusqu'à 8005. En tout cas, moi pour ma part, je vous ai dit, je ne prends aucun profit tant qu'on ne vient pas chercher au moins 8005. Prendre des profits ici sur la zone 7004, ça me semble vraiment trop proche. Donc voilà, j'attends ça et une fois qu'on aura fait ça, petit à petit, on pourra réinstaller une tendance haussière. Je vous rappelle que ça durera un bon moment. Et on avait donc dit, à partir du moment où on sort de la zone de compression, donc à la limite, moi je dirais peut-être que c'est peut-être plus maintenant au final la sortie de la zone de compression jusqu'au moment où normalement on atteindra les premiers sommets intéressants, donc proche des 10 000, où on pourra éventuellement retrouver la zone des 10 000. On avait remarqué que sur le crash de 2014, ces durées étaient équivalentes. Donc tout simplement, si on prend ça et que du coup on reporte ce nouveau point, ça recule cette échéance. Et je vous rappelle qu'on ne fait pas de timing dans le marché, on garde des projections. Donc là, ça nous donnerait 1er février 2019, approximativement, on va dire donc ce que je pensais, un premier trimestre 2019 pour revenir chercher des résistances un peu plus intéressantes comme les 10 000 $. Sachant qu'arrivé à 10 000 $, il y aura de nouveau une phase de consolidation de plusieurs semaines, mois, puisque la volatilité va rester assez réduite dans les phases de consolidation. C'est-à-dire des phases très volatiles d'un coup, très épidermiques, et puis voilà. Mais regardez vraiment 2014, je vous invite toujours à regarder comment ce marché se comporte quand il réinstalle timidement une tendance haussière, à condition que ce soit le cas. Encore une fois, pas de certitude. Là, on n'en sait strictement rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon avis, ça, on va la démonter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, ne vous amusez surtout pas à dire « j'achète la trendline ». C'est tout donné comme étant un truc qu'on va démonter. Hein. Donc, c'est bien l'objectif, je dis casser des bornes. Donc là, tout ce qui va être oblique de tendance et compagnie, dans un range, c'est ça l'objectif, c'est d'aller démonter tous les gugus qui traitent ça. Donc attention, on n'est pas du tout en tendance haussière pour l'instant, ni en tendance baissière, on n'est en rien du tout. Et on est en range volatile, donc c'est la pire des solutions pour aller trader de la trendline. Donc regardez bien ces trendlines, dites-vous que normalement on va les déboîter et que je m'attends donc à une poursuite de ce mouvement pour aller chercher sous le support précédent des 6179. J'aimerais par contre qu'on n'arrive pas à casser les 6100. Pour la partie Bitcoin, je l'entends bien. Voilà, donc normalement même chose à suivre hein, sur les parties Ether et compagnie. Donc on vient dire bonjour au support majeur, mais pour moi tant qu'on ne revient pas dire bonjour au 160, je vois pas de raison de flippailler plus que ça. 200 $ est un gros support. Maintenant, est-ce qu'on va aller chasser dessous ?
Pas impossible, je dirais vraiment pas impossible. Est-ce qu'on arrivera quand même à casser les 166 $? Bon, c'est pas impossible encore une fois là non plus, mais ça me paraît quand même assez peu probable, étant donné que là aussi, hein, d'un point de vue daily, traversée du désert, on y est. Hein, la volatilité s'est complètement écrabouillée sur les terres. Donc voilà, est-ce qu'à l'aube d'une nouvelle phase de baisse, plutôt tendance à penser que non, que ça va être un piège, c'est-à-dire on vient chasser et puis derrière on va retrouver très puissamment, je pense, un momentum assez acheteur pour aller défoncer toutes ces lignes de tendance baissière. Donc voilà, attention. Ici, je dirais peut-être par contre à noter un aspect technique, parce que je vous rappelle ici, on n'est pas dans le même contexte pour moi sur la partie Ether. Donc voilà, cette ligne de tendance, on voit bien qu'on en est sorti. Le pullback, ouais, non, c'est plus utilisable. J'allais me dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça comme zone support pour un pullback? Ça fait quand même beaucoup plus bas, ça me paraît quand même assez peu probable. Ouais, non. Non, ouais, de toute façon, on voit bien ici, je pense que les canaux framework font bien leur boulot. Je pense que je vais craquer, je vais vous partager l'indicateur framework aujourd'hui pour pas être embêté, plutôt que de faire une mise à jour sine wave, tant pis. Voilà. Ben, malheureusement, ceux qui n'ont pas de compte pro TradingView, qui sont donc limités à 3 indicateurs, ben, vous aurez un choix à faire entre la version sine wave oscillateur et framework, puisque vous ne pourrez pas tout mettre. Vous aurez sine wave momentum et soit l'oscillateur à rajouter de sine wave, soit le framework. Malheureusement, vous ne pourrez pas donc faire les deux. Ce sera un choix à faire pour vous, et puis ceux qui ont des comptes pro pourront mettre les deux, il n'y a pas de souci. Je vous le partage dans l'après-midi, là je vais m'occuper de ça tranquillement, parce que ça va me prendre du temps, il va falloir que je vous repasse tous un par un pour vous ajouter, enfin, ça va être un carnage, hein, ça va être chiant et long, évidemment. Donc c'est pour ça, ça m'énerve. Bon, je ne sais pas encore, je ne vous fais pas de promesses, on verra, peut-être j'essaie cet après-midi. J'aimerais toujours l'incorporer à Sinewave pour être tranquille, histoire de ne pas avoir d'autres problématiques du genre. Bref, parenthèse refermée. Donc pour les cryptos, voilà, patience, mais je pense qu'on peut avoir une nouvelle séance de baisse aujourd'hui. J'aimerais bien par contre que cette séance soit méchée. C'est-à-dire on vient, on mèche et hop, on repart, ce serait pas mal. Voilà. Donc pas d'inquiétude pour moi sur les parties Ether tant qu'on reste au-dessus du bottom. Je ne vois pas de nécessité d'aller chasser sous le bottom de cette valeur-là, puisqu'on a déjà donc réalisé les breakouts de cette ancienne zone support, là, de la zone donc des 200 à 196 $, qui à mon avis, devrait continuer à jouer un rôle de support. C'est-à-dire, là, à chaque fois que normalement on passe là-dessous, les acheteurs reprennent la main et on épuise très rapidement les mouvements vendeurs. Bon, par contre, on n'a toujours pas cassé de résistance sur les terres, je vous rappelle. Donc, tant qu'on n'a pas ce schéma ascendant, c'est-à-dire soit V-bottom puis cassure de résistance, soit tout simplement on installe les creux et sommets ascendants et on arrive enfin à installer donc ces fameux sommets ascendants, ce qui n'est toujours pas le cas hein, pour l'instant. Les sommets restent descendants, les creux restent ascendants, donc on est bien en compression, en triangle. Je veux voir une sortie haussière de ce dernier pour montrer la fin de ces phases de conso sur les terres. Là, vous voyez qu'on entre dans le squeeze. J'aimerais bien, pour moi, la structure est différente. Hein, je maintiens, la structure de prix est bien différente pour moi sur les terres et sur BTC. J'aimerais bien voir l'Ether ne pas réattaquer les bottoms et par contre, lui, retrouver une ascendance. Voilà. Donc peut-être une petite mèche sur les terres, mais j'aimerais bien qu'il n'aille pas casser ça, notre pote l'Ether. Hein, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc allez, on continue, on va faire un petit tour rapidement sur les indices, parce que évidemment hier c'était grosse journée pour les indices, mais ça y est, je pense qu'on commence à avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à ce que je recherche pour une structure de bottom sur les États-Unis, à savoir donc une mèche basse sur le Nasdaq. Maintenant, est-ce que c'est fini déjà? C'est compliqué. Alors on va le voir d'un point de vue technique, donc en swing, en restant daily, il est interdit d'aller plus loin que ça. On va aller regarder le weekly juste après, juste pour vous montrer ce que j'attends sur la semaine, ce qui était donc annoncé dès hier. Voilà, je m'attends à ce que cette semaine soit une semaine avec une mèche basse. Est-ce qu'on a tout fait lundi? C'est pas sûr, sachant qu'on s'est arrêté sur le néant. Voilà, on s'est arrêté en fait au moment où Apple a cassé les stops. On est survendu en hebdo, c'est l'objectif. Maintenant, attention, on est mardi, ça se termine vendredi, il reste encore pas mal de jours à faire. Demain, il y a la BOJ. Donc voilà, il y a quand même des éléments techniques majeurs à mettre en place ici, et il me semble que c'est pas fini. Voilà. Que ça me semble un petit peu prématuré que d'imaginer que ça y est, c'est déjà terminé. Donc hier quand même une grosse séance encore, hein, on en a recollé une bien costaud, et ça remonte en fin de séance, parce qu'une fois qu'on a pété les stops sur Apple, il n'y a plus personne. Apple, on va en parler juste après, mais d'abord on fait de la partie indicielle, on regarde global, puis on finira
très sectorisé sur la partie donc spécifique à Apple, qui a donc été le catalyseur baissier d'hier, celui qui a permis donc d'accélérer sous les supports. Donc le Nasdaq, on échoue ici sur une zone qui pour moi n'a pas le moindre intérêt graphique. C'est-à-dire que c'était une petite zone d'overlap ici, mais très largement et très facilement dépassée. Moi, j'aurais plutôt dit un peu plus bas, donc et plutôt celle-là de zone technique, cet ancien sommet ici, là. Ça, j'aurais plutôt dit, là, effectivement, on a une zone technique. C'est ici où on était venu rejeter avec un gap haussier. Pour moi, le support se fait plus bas, plutôt sur les 6005. Donc, voilà, j'ai une grosse zone technique ici, un gros cluster. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? L'autre problème, c'est que ça y est, cette bougie Nasdaq clôturée en daily, elle est aussi signalée en survente. Donc survente hebdo, survente daily, est-ce qu'on s'arrête là? C'est la grande question. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire très attention en zone euro. Les pullbacks d'hier ont été assez profonds, mais derrière, la reprise a été extrêmement forte. On va le voir juste après sur le pot DAX, puisqu'on va en parler ce matin en intraday. Je pense qu'il y a des trucs à faire là-dessus. En fin de matinée, là, essayer de suivre de 10h à midi, on va dire, jusqu'à 13h, 14h, la pré-ouverture US. Je rappelle, du coup, les US ouvrent à 14h30, hein, puisque eux, ils ne sont pas encore en heure d'hiver. Donc 14h30, c'est l'heure d'ouverture pour les US et pas 15h30 comme habituellement. Vous ne faites pas surprendre. Moi, ça m'a surpris hier. Hein, j'étais en train de faire de l'intraday, puis d'un coup, j'ai vu les marchés décalés. Je fais qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas de catalyseur à 14h30. Bah, c'était juste l'ouverture américaine. C'est assez surprenant quand on s'y attend pas. C'est voilà, une ouverture américaine, on sait que ça balaye. Hein, voilà. Donc bref, je pense que ça peut aller un peu plus bas. Maintenant, il y a le cluster technique qui fait qu'on est survendu et toujours au-dessus des supports majeurs. Donc voilà, mais attention, hein, ici on peut très bien vous retrouver un mouvement complètement épidermique, catalysé, et bam, on vous enfonce et on vient chercher le 127% ici pour venir chasser sous ces supports. Moi, je ne serais pas surpris, hein, très honnêtement, qu'on vienne dire bonjour à ces zones-là et qu'on mèche même en dessous de ça, qu'on vienne chercher le 38% de Fibo. Voilà. Graphiquement parlant, pour moi, le cluster, il est là. Alors hop, on va mettre ici précisément. Voilà. Pour moi, le cluster, il est vraiment là. Il y en a un premier ici, mais il me semble assez faible, puisque vu qu'on est déjà survendu, si on rebaisse, je pense qu'on va marquer les esprits et qu'on va pas faire semblant. C'est-à-dire, en gros, Apple active son épaule tête-épaule avant les résultats et on termine le mois bien bas. Parce que c'est un peu tous les enjeux là des 2 prochains jours. C'est plus les clôtures mensuelles que de faire de l'intraday. Voilà, clôture mensuelle. Hein, no comment. Vous n'en voyez pas souvent des comme ça. Voilà. Évidemment, tout le monde va vous dire c'est pas grave, hein, les pullbacks arrivent dans une tendance haussière. Là, pour moi, on n'est pas sur du pullback, on est sur de la vague 1, c'est-à-dire on remonte derrière, on se stabilise et puis on rattaquera probablement un peu plus bas. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie swing Nasdaq. Sur la partie S&P 500, même chose, la mèche basse. On va regarder si Momentum a signalé. Oui, on est aussi survendu là aussi. Là, on n'a pas réussi à passer sous les supports, donc c'est bien, on vient les chercher. Hein. Je vous rappelle que cette zone-là, elle était anticipée comme un support. On est bien sur un double signal boule. Non, il n'y a pas eu de momentum ici. Mais voilà, on est bien quand même sur une zone support. On voit bien qu'ici, le marché s'est appuyé et a réalisé des breakouts derrière. Il n'y a pas eu de pattern, oui, c'est vrai, pas eu de pattern momentum. C'est vrai qu'en même temps, il n'est pas descendu bien loin, notre pote momentum ici. Donc voilà, pour l'instant, on travaille cette zone support. Celle-là, on l'a bien débordé. Cet ancien support intermédiaire. Donc c'était l'objectif, hein, venir au moins déborder ça. Et y installer des clôtures. Hein, c'était important d'arriver à installer des clôtures dessus. La vague 1, elle ne doit pas juste venir chasser sous un support. Elle doit le faire. Elle doit déclencher des stops. C'est pour ça que ce qui s'est passé hier sur Apple, pour moi, c'est ce que je voulais voir. Je l'ai vu. C'était très faible, très rapide. Ça n'a duré que quelques secondes. Mais c'est là. Apple, les stops ont commencé à sauter. Et ça n'arrive pas dans une tendance haussière. C'est bien pour moi la preuve de la typologie vague 1 que je recherche. Maintenant, c'est très piégeux dans ce jeu-là. Donc on va voir si ce support-là est celui qui va tenir ou si, même chose, je pense, bam, sur un mouvement épidermique, revenir chasser là. Pour moi, en tout cas, sur la partie S&P 500, il ne faut plus être vendeur. Sur la partie large spectre, je pense que le job est fait. Il n'y a plus de raison. Sur le Russell, on se stabilise.
Je pense que là, effectivement, ça a bien saigné. C'est le plus baissier, hein, le Russell, mais vous voyez que ses potes ont quand même fini par suivre, hein. C'est-à-dire que lui, il avait pris beaucoup d'avance, mais on revient chercher ces mêmes zones de niveau technique. Lui, le Russell s'était affranchi de cela. C'est-à-dire que le Russell, lui, a réussi à s'affranchir et à venir chercher les supports carrément majeurs, là où évidemment on n'est pas du tout allé, puisque donc hier, le Nasdaq aurait pu se l'offrir si Apple avait dérouillé plus que ça. Évidemment, dès qu'Apple déclenche les stops, derrière, tout le monde, c'est torrent d'achat, et puis évidemment, on bloque complètement toute la liquidité pour sauver les clôtures. Bon, en termes de mèche basse, ça me semble quand même assez faible, parce qu'on a une mèche basse, mais on clôture sous le plus bas de la journée précédente. Attention, ces journées-là, elles ne sont pas spécialement haussières. Donc moi, je dirais maintenant, tant que déjà on n'arrive pas à casser des petites résistances intraday, donc on les voit, hein, les résistances, là, il n'y a rien en fait. Hier, on n'a laissé aucune résistance, c'est une séance de baisse pure. Donc je dirais il y a cette zone cluster à revenir tester aujourd'hui. Il me semble que le Nasdaq va revenir la tester sans grande peine. Donc je dirais voilà, 6815 aujourd'hui à revenir tester et on va voir. Si le marché rebaisse, on va remettre, je pense, une phase de baisse pour aller chasser plus bas. Donc structure V-bottom, évidemment, la réactivation brutale, d'un coup Wall Street, ça panique en fin de journée, on vient chercher du stop, mais derrière, aïe aïe aïe, une fois que les stops sont déclenchés, plus personne ne trade, donc comme il n'y a pas de demande, il suffit de quelques achats pour revenir chercher les niveaux précédents. Maintenant attention, ça veut dire qu'on trouve qu'une fois déclenché les stops, il n'y a plus de vendeurs. Ça, c'est normal, je m'y attendais. Mais attention, est-ce que ça veut dire que le marché est acheteur ? Je ne suis pas certain non plus. Donc, je dirais vraiment patience pour l'instant, puisque moi, ça m'invite plutôt à la prudence et à dire, on va tester de la résistance aujourd'hui. Est-ce que ces résistances vont céder ? Franchement, j'en ai des gros doutes. Je pense qu'on peut aller même dire bonjour à ça. Je dirais, tant qu'on ne reprend pas ça, pour moi, il n'y a pas de... Voilà. Ici, on a le gap qui est bien, hein, voilà, le gap haussier qui est pris à contre-pied, on casse le support, et ici, au lieu de réacheter, les mecs commencent à paniquer, et c'est donc là, ici, hein, que Apple, ça a dérouillé, on va en parler juste après. Voilà. Donc je dirais ce niveau-là, à noter, s'il est recoté aujourd'hui, c'est probablement un niveau qu'il faut jouer en alerte, pour essayer de jouer une petite vente là, sur des signaux, là en 2 minutes, hein, on vient là, en 2 minutes ça me met un signal vendeur, je reprends le coup, mais honnêtement, je pense que c'est plutôt par là que ça va se jouer aujourd'hui, dans cette zone donc des 6008 et une trentaine de points au-dessus. Le 23%, hein, tout simplement, si on revient tester le 23 et qu'il rejette, c'est direction le 38 derrière. Et je pense que c'est ce qui a le plus de chances de se produire. On a quand même une clôture daily franche sous le niveau des 23%. Généralement, voilà, soit le marché bloque le 23 pour aller chercher le 38, soit on reprend le 23, on fait une consolidation, mais alors dans ce cas-là, on ira beaucoup plus haut. C'est-à-dire que là, ce ne sera pas une consolidation en 15 minutes. On remontera probablement, venir chercher ces zones-là pour venir chercher chercher un sommet inférieur au précédent. Et après seulement, on ira remettre une vague de baisse. En fait, vous voyez, la typologie sera celle-là dans ce cas-là. C'est-à-dire plutôt de dire une vague 1 assez épidermique. Ok, hop, une vague 3 inférieure, mais plus courte, d'accord, ce qui laisse sous-entendre normalement donc une 4 par là et puis une 5 ici et on termine. Hein, voilà. Donc en imaginant que la target soit la zone 38% ici, se dire que normalement la 4 elle peut remonter jusque-là à peu près dans le domaine de la 1 probablement, ou même pas, hein, dans ce cas-là une petite consolidation comme on a fait là, paf, 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 et on termine, et là ce serait pour moi le schéma parfait. Donc on s'arrête ici, on revient consolider là pendant plusieurs jours, histoire de tenir la clôture de novembre pas trop moche, mais derrière en décembre on s'en remet une, et après fini. Voilà. Hein, vous voyez, les durées des phases baissières ne sont pas excessivement longues, hein, ça dure. Hop, on va y arriver, viens là. Non, ça ne veut pas. Ok, voilà, ça dure. 30 bars, donc si on se projette ici, on se dit une conso un petit peu plus épidermique, encore plus rapide, hein, que la conso vague 2, plus du coup une vague ici un peu plus rapide, je dirais une 25 bars au lieu de 30. Voilà, ça nous met un 13 novembre pour un bottom et ça nous laisse du coup du 13 novembre jusqu'au 31 décembre pour revenir faire un pullback majeur ici. C'est-à-dire, vous imaginez vraiment le truc comme ça, hop, ça verticalise un peu plus. Ici, la dernière vague, elle est puissante, mais V-bottom et ça rachète. Je rappelle, la vague 1, généralement, c'est un V-bottom. Hein. Et derrière ABC, en projection, hein, voilà, moi je verrais bien un truc comme ça. Et derrière, ici, voilà, proche de l'ancien sommet, proche de ces zones-là, là, qui pour moi sont fortement résistantes, reprendre donc des ventes dès le début 2019. Voilà le schéma que moi je vais trader. Donc ces structures-là, toujours, ce sera plutôt V-bottom, mais le problème c'est qu'on n'arrivera plus à installer 5 vagues et qu'on repartira sur des vagues baissières probablement derrière.
Mais donc ce schéma hein, de première vague de baisse qui commence à se mettre en place, là où évidemment tout le monde pense que le marché va se reprendre et aller chercher un nouveau sommet historique. Je pense que les esprits sont marqués et qu'on va continuer avec un dernier coup de couteau. Et après, évidemment, normalement, les vendeurs, enfin les traders qui savent gérer leurs risques comprendront qu'il ne faut plus viser de nouveaux sommets, mais au contraire, essayer de se faire la malle et passer vendeur sous les résistances majeures. Résistances qui sont là, hein, voilà, la résistance pour moi, elle est clairement ici, la résistance majeure. Et je pense que c'est celle-là qu'on reviendra voir pour dire bonjour à notre vague C. Donc dans cette zone-là, derrière, qu'il faudra reprendre des ventes sur le Nasdaq, ce qui veut dire que là, il faudra soit jouer le rebond pour ceux qui le veulent. Moi, je ne ferai pas partie de ces gens-là. Le rebond, je vais le jouer sur la zone euro, par contre. Mais un rebond sur les techs, tout simplement. Là, on les a bien matraqués. Nvidia, il faut prendre les profits. Hein, voilà. La zone de TP a été atteinte. Donc Nvidia, là, il ne faut pas chercher plus loin que ça. Ceux qui veulent jouer la target max, bon, si vous voulez, mais moi, il me semble que c'est suffisamment mature pour jouer même chose. Là, un rebond et peut-être attaquer la target max dans une dernière phase de baisse. Moi, pour l'instant, Nvidia, ceux qui étaient dedans, je vous conseille sérieusement de vous faire la malle. Boeing, donc, qui est tombé hier. Hein, c'est le synonyme. Voilà. Donc, Boeing qui vient chercher les zones de validation. Donc, on montre bien qu'il y a de la recherche vendeuse. Maintenant, attention, hein, on n'est pas non plus sur des zones cataclysmiques. On est toujours sur des supports. Ils n'ont pas cédé. Mais évidemment, quand on démonte des premiers signaux acheteurs, je m'attends à ce qu'on ait une vague. Hein, c'est-à-dire, ça consolide à plat un peu sur Boeing. Puisqu'on voit que les consolidations ici sont plutôt bear. Donc je dirais une petite conso à plat, un flat, et puis derrière on attaque une phase de baisse à nouveau sur Boeing. Donc je pense qu'il reste une phase de baisse hein, sur les marchés tech américains. Donc je pense que le Nasdaq n'a pas fini sa baisse, mais que probablement ici, consolidation à court terme, et donc moi plutôt favorable à des achats, mais eux en zone euro et pas sur la zone US. Pour ces petits donc pullback techniques. Et Apple, donc on y va. Donc Apple qui arrive et qui clôture quand même hein, sous le plus bas de la journée précédente. Bon, ils ont tout fait pour sauver le merdier. Hein. L'objectif, c'était de surtout pas mettre une clôture ici. Mais on va, d'un point de vue technique, on enlève tout le bullshit, c'est-à-dire tout ce qu'évidemment, tout le côté poudre aux yeux, mèche basse, donc on est haussier. Voilà. On va regarder purement techniquement ce qu'on a en face de nous. Un momentum neutre. D'accord, c'est plutôt neutre sur le momentum. On n'a pas réussi à installer un plus bas. Hein, donc il faut faire très attention. Pour moi, le momentum reste neutre. Donc toujours en structure de consolidation. On a quand même une bougie qui est signalée avec un triangle rouge. Donc ça, c'est pas génial. Mais attention, voilà, vous voyez que le momentum, lui, il n'a pas réussi à casser la trendline. Donc il faut faire attention à ça. C'est le petit coup du piège. C'est-à-dire qu'hier, c'est pas une journée de tendance, c'est une journée de range. Simplement, voilà, une journée de range qui a réussi à déclencher des stops, clôturer un gap. Donc déjà, pour le coup de la tendance haussière, c'est pas fantastique, hein, clôturer le gap. Normalement, dans une tendance haussière, les gaps restent et on ne revient pas chercher les niveaux de faiblesse dans les prix. Donc là, voilà, on a laissé beaucoup de faiblesse hein, dans les prix d'Apple. Encore une fois, c'est pour ça que je vous rappelle que là, il y a beaucoup de choses qui vont agir comme des aimants baissiers parce que on a laissé des trous, on en a fait un gruyère dans la structure de prix. Et voilà, ça, c'est un énorme trou. On va aller le combler, c'est clair. Ça aussi. Donc la question, c'est quand, comment. Voilà. Moi, je pense que maintenant que la structure est mature, qu'on a déclenché des stops, on a bien compris qu'il y en a beaucoup des stops. Et c'est ce que je voulais voir hier. Moi, ce qui m'importait clairement hier, c'était de voir ce qui allait se produire quand on déclencherait des stops. Je peux vous dire, j'étais devant mes écrans, je regardais hein, quand on était là, et je me disais, putain, mais quand est-ce qu'on va les déclencher ces stops? Quand est-ce que ça va venir? Quand est-ce que ça va arriver? Et ici, d'un coup, en une seconde, on est passé de 210 à 208, et ça s'est fait comme ça, hein, voilà. Donc 1,30%, ça, c'est un tick. C'est-à-dire que d'un coup, Apple, il est passé de là à là. Ça vous montre la structure de liquidité, c'est-à-dire que la valeur 1000 milliards, too big to fail, tout ce que vous voulez, tout machin, le monstre aux plantes a perdu en un tick, c'est-à-dire d'un coup, quand les stops se déclenchent, plus personne n'achète sur une portion de prix de 1,30% de la valorisation. Maintenant, vous mettez ça à l'échelle de 1000 milliards et vous vous dites, ok, bon, il n'y a pas de souci, on est capable de détruire 10 à 12 milliards de valorisation en moins d'une seconde. Bravo, le too big to fail. Donc il faut faire attention. Moi, la structure de liquidité est donc bien celle que je recherchais sur Apple, c'est-à-dire c'est un putain de coupe-gorge. Et ce qu'on vient d'avoir aujourd'hui, c'est un avant-goût de ce qui se produira plus tard quand on va déclencher les stops en vague 3. Donc je pense qu'ici, on a marqué les esprits. Okay, c'est probablement...
c'est peut-être terminé sur Apple. Alors peut-être, hein, c'est-à-dire que maintenant il va falloir franchir des résistances. C'est-à-dire que moi je suis maintenant ouvert au fait qu'Apple puisse ne pas valider sa structure épaule-tête-épaule. Épaule-tête-épaule qui est donc ici, hein, on la voit très très facilement. Ok, la structure avec une épaule-tête-épaule orientée. Voilà, on est bien comme ça. Et donc la tête qui en sort. Ok, on est bien propre, épaule gauche, tête, épaule droite, et donc on essaie de jouer la cassure. Donc Apple aujourd'hui, breakout baissier, tout ce qu'il faut, on sort des canaux, enfin on tente la sortie des canaux, mais pour l'instant, attention, pas de clôture. On a des bougies volatiles, on a bien la sortie du momentum. Pour moi, ça, c'est bear. Hein. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, c'est-à-dire que tout indique à penser qu'aujourd'hui, on tente le petit rebond, on vient chercher la moitié, la médiane de l'épaule tête-épaule, la médiane du range, et on en sort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on revient tester le plus haut, on revient tester la zone de décrochage de la séance d'hier, même zone technique qu'on a vue sur le Nasdaq, et normalement, ça rejette et on va attaquer plus bas. Si ici, on est dans un objectif breakout. La target, ce sera donc de venir viser 202 $, et on voit que dans cette zone, il n'y a aucune demande, donc je vois aucune raison que ce marché derrière ne poursuive pas à la baisse. Quel est l'objectif technique de l'épaule tête-épaule? Normalement, c'est de reporter l'amplitude. Ça veut dire, ça nous amènerait par là à peu près, bon, je le fais vraiment au doigt mouillé là, hein. On ne va pas tergiverser, mais voilà, ça nous amènerait plutôt par là, donc vers des zones précédemment résistantes, qui sont donc théoriquement, jusqu'à preuve du contraire, des supports. Mais je vous ai dit attention à ne pas faire trop de techniques dans Apple, tout simplement parce que pour moi, Apple, c'est complètement débile comme pricing. Donc quand ça va tomber, forcément, ça va tomber de manière aussi débile. Donc moi, je m'attends à ce que ici, tout simplement, on continue. Hein. Je ne vois pas en fait ce qui nous empêchera de continuer. Alors normalement, pardon, je vous dis en plus n'importe quoi. Normalement, on prend en structure la tête. Hein, c'est l'amplitude tête-épaule qui est reportée. Donc là, il faut rajouter ça encore. Voilà. Donc je dirais normalement, on retourne dire bonjour donc aux fameuses zones. Alors attendez, on va quand même le faire proprement parce que là, il ne faut pas faire n'importe quoi en fait. Voilà. Donc tac, tac. Ok, voilà. Donc ça nous donne bien cette zone-là. Donc revenir dire bonjour à cette zone de volume semblerait donc normalement le catalyseur assez... on va dire, c'est celui qui est normalement téléphoné. Alors attendez, non, je vous fais n'importe quoi. En plus, normalement, il faut le faire en vertical. Voilà, c'est ça. Donc normalement, on prend la hauteur de tête sous la tête. Parce que normalement, en fait, on n'a pas trop ce problème. Normalement, l'épaule, tête-épaule, la zone d'épaule est toujours plate. Là, ce n'est pas le cas. On est dans une dynamique. Donc voilà, normalement, ça nous fait ça. Et ça nous met donc une target ici. Ok, voilà, une target au beau milieu là, de la zone de volume. Donc parfait, hein, où on a un bon gros soutien de volume. Et effectivement, moi, Apple, pour l'instant, je dirais 189, c'est déjà pas mal. En dessous, on aura du mal à installer des clôtures. Ici, on peut très bien mécher sur des mouvements cataclysmiques. Parce que si ça dérouille Apple, ici c'est l'objectif de l'épaule tête-épaule, hein, d'accord, on est bien d'accord, c'est un objectif théorique, ça n'est ni plus que ça, enfin ça n'est rien de plus que ça. Hein. Voilà, donc déjà il va falloir valider la cassure et puis il va falloir venir chercher l'objectif et voir ce qu'il en est en dessous. C'est-à-dire que déjà ici, Apple aura perdu 18% au sommet, ça commencera à crier un peu, mais on peut aller beaucoup plus bas que ça sur Apple. Je rappelle qu'en daily, pour moi, les objectifs, c'est qu'on peut aller vraiment beaucoup plus bas. Mais est-ce que effectivement ici, on ne va pas commencer à freiner un peu sur un horizon de temps intraday? Je ne serais pas surpris. Voilà, donc il faut faire attention. Ici, il va y avoir du volume et je serais curieux de voir comment ça va réagir ici, si on vient chercher cette zone. Parce que si Apple ici, ça rachète en V-bottom, attention, hein, pour moi, ça a la structure d'une bulle Apple. Ça peut très bien juste consolider très profondément, c'est-à-dire faire des 60% de retracement, perdre 60% de la valeur, mais de manière plus construite, c'est-à-dire de manière corrective et pas de manière crack. Je pense que ça peut être un crack, mais pour être un crack, il faut qu'ici, on déclenche les stops. C'est-à-dire qu'une fois arrivé sur la première zone de soutien, qui est un support graphique, il faut qu'on enfonce. Voilà. Si on enfonce ici et qu'on vient directement chercher les stops, ça montre effectivement que dès que ça tombe, les mecs paniquent, le volume se fait la malle de façon irrationnelle. C'est ça que je veux voir. Donc je serais curieux, mais attention, Apple, évidemment, ici, à ce stade-là, les stops doivent être break-even et on ne renforce plus les ventes quand on arrive sur la zone des 189. C'est interdit. Voilà.
Aujourd'hui, faites attention. Hier, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, mais t'es con, Phil, ça commence à peine et tu prends des profits. » Alors déjà, d'une, j'ai pris 15% de profit. Je l'ai pris pour une raison simple, c'est que j'ai un prix de merde. J'ai un prix de revient ici, moi, à 217, un truc comme ça. C'est vraiment un prix tout pourri, ce qui fait que je ne suis pas spécialement bien positionné, ce qui fait que quand on a déclenché les stops hier, effectivement, j'ai pris des bénéfices partiels. J'ai pris donc 15% pour payer mon stop, en fait. Quand on était là, j'ai sorti 15%. Aujourd'hui, moi, j'ai un stop payé au-dessus de l'épaule et je suis normalement tranquille. Voilà. C'est-à-dire que là, maintenant, si le marché remonte et sort de l'épaule par le haut, c'est game over. Moi, je sors, je ne serai plus vendeur, mais ça ne m'aura rien coûté. Ça m'aura coûté les pertes spéculatives des derniers jours, à savoir donc les 1 et 2% qui se sont ajoutés. C'est tout. Dans ce cas-là, c'est pas grave, je laisserai à Apple le bénéfice du doute, puis de nouveau une séance de résultats, et puis si ça dérouille pendant les résultats, je rentre. Si ça remonte et ça regape à la hausse pour les résultats, pour une nouvelle vague de hausse, un peu comme on l'avait fait ici, écoutez, il n'y a pas de souci, on remontera un nouveau coup, et puis c'est vers la fin du prochain trimestre que je réattaquerai Apple sur son prochain sommet. Mais si son prochain sommet il est à 260, il est hors de question de tenir des ventes à 220. J'en ai pas énormément du Apple, mais j'en ai quand même 200 contrats. C'est pas rien non plus, quoi. Alors j'en ai un peu moins du coup vu que j'en ai sorti 15% hier, mais du coup voilà il me reste 170 contrats, 170 actions, ça fait quand même un montant, voilà. Et j'ai pas envie de payer une perte de 40 à 50 dollars par action sur 170 actions, voilà. Donc ça c'était pour la parenthèse. Donc voilà, hier ça c'était la couverture donc que je voulais vous couvrir, enfin c'était la chose que je voulais couvrir. D'un point de vue forex hier évidemment donc le dollar toujours aussi fort, mais attention celui-là. En fait cette zone là moi me rappelle franchement cette zone ici, celle où franchement l'euro-dollar était d'un hésitant assez surprenant. Et puis au final, voilà, cette structure-là, on en est sorti avec une grosse tendance baissière. Je pense qu'ici, on fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on fait mumuse dans cette zone-là pour essayer de voir si on peut passer. Et puis d'un coup, on va se prendre une grosse dans l'autre sens. Ça va mettre tout le monde d'accord. Parce que hier, quand même, séance assez rocambolesque. Voilà. No comment. Hier, séance baissière à Wall Street et sanglante. L'USD Yen acheté. C'est fort, hein. Moi je dis c'est fort Wall Street, ça montre qu'ils veulent un bottom, ils font tout encore une fois pour fermer tous les facteurs de risque, c'est-à-dire qu'hier effectivement Gold casse des supports et ça continue aujourd'hui, USD Yen casse des résistances, moi je dis franchement chapeau Wall Street, tout est fait pour enfumer, c'est-à-dire que rien ne va dans le même sens, c'est bien toujours pareil, des stratégies de couverture complètement hallucinantes, c'est-à-dire que pour moi c'est pas de l'humain derrière tout ça, c'est du robot qui gère en fait... Le marché ne sait pas où il va, je pense, et il va juste en fonction il fait juste l'inverse de la demande. C'est-à-dire que si les gens veulent acheter, le marché vend. Si les gens veulent vendre, le marché achète. C'est tout con, voilà. C'est-à-dire que là-dedans, malheureusement, tu réfléchis et tu n'as aucune chance de réussir, tout simplement parce que le marché va faire l'opposé des gens qui réfléchissent, puisqu'on est donc dans un marché de flux. Qui réagit à la demande et pas du tout à l'anticipation. Donc on ne cherche pas à comprendre, on cherche à réagir. On est dans la réactionnelle plus que dans l'anticipatif, donc c'est clairement pas le contexte le plus favorable pour moi. Maintenant, moi je reste baissier USD Yen, je reste toujours baissier dollar, mais pour l'instant ça a du mal à se mettre en place et je vois qu'évidemment le trade GBP s'est fait dérouiller, voilà c'est fait, donc GBP c'est sorti, mais ça tergiverse toujours sur des zones qui n'ont franchement rien, on n'a rien à faire ici sur le GBP encore une fois. Mais voilà, toujours surprenant, ce dollar plus fort que jamais. L'USD MXN, alors lui, celui-là, franchement aussi, chapeau, a réussi à atterrir dans la zone en une seule journée. Pour un catalyseur très très faible, voilà, ça a voté pour annuler un aéroport. Donc si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de Notre-Dame-des-Landes. C'est un peu ce genre de truc. Est-ce que ça peut nécessairement faire bouger une devise de 4%? Je ne sais pas. Moi, je trouve ça un peu fort. Donc après, cette zone technique, la cassure de cette zone technique était envisagée. Maintenant, je pense que le point Y, on l'a. Voilà. Donc normalement, le point Y vient chercher 100 à 127 de l'extension 100 à 127 d'extension du point X. Donc on est bien en train de venir chercher le 127. On l'a même précisément. Je pense qu'ici, on s'arrête. Sur l'USD MXN. Donc encore une fois, toujours pareil, des volontés directionnelles, mais je n'ai pas vraiment l'impression que ce marché soit haussier, tout comme je n'ai pas l'impression que le dollar soit haussier. C'est simplement que pour l'instant, on fait tout pour dérouiller les autres devises, donc ne sachant où aller, le pognon se réfugie sur le bon vieux dollar, puisque donc vous voyez, l'euro, on est bien ici.
Je pense tout simplement que voilà, pour moi c'est range ici, donc le range du début de l'année, on le voit bien sur l'euro index, en fait je trouve beaucoup plus propre que le dollar index. Pour moi la thématique c'est plutôt ça en fait, la force du dollar ce sont les doutes sur la zone euro. Moi j'ai toujours pensé que c'était ça le range, c'est pour ça que je soutenais évidemment l'euro sur ces zones là. Bon, bah, c'est pas grave, hein. En fait, le range, il est là, et c'est pas très surprenant, en fait. Voilà, on va se dire, le range est là. Ici, on voit bien hein, la tentative, ça passe et ça corrige. Donc, on fait quoi? On vient chercher nécessairement le bas de range. Maintenant, est-ce que franchement, il faut vendre de l'euro? Bah, je pense pas. Franchement, je pense pas du tout même. Je pense que l'euro va pas tarder à se remettre, mais que bon, voilà. Disons, c'est surtout que d'un point de vue euro-dollar, et toujours pareil, on va le voir d'un point de vue euro-dollar. Voilà, ça c'est le prix de la BCE. Voilà. Donc je l'ai dit, c'est bien, mais là il ne faut pas trop s'en écarter. Et si on s'en écarte, c'est pour venir chercher un 1,12 et on ne doit pas y rester bien longtemps à 1,12. Hein. On devrait même se bouger le cul derrière de retrouver des acheteurs. Pour le moment, on est toujours au-dessus de la bougie survendue. Donc on va voir si ça continue à installer une tendance baissière. Peut-être une projection jusqu'ici jusqu'à 1,12. Pour moi, c'est à tolérer dans les scénarios de trading. Maintenant, si la BCE laisse l'euro-dollar s'installer sous les 1,12, ça me paraît quand même compliqué, très compliqué sur la gestion de la politique monétaire européenne. Et au bout d'un moment, il va quand même falloir se poser des questions. Comment l'euro, en fan QE, peut-il toujours continuer de baisser? Est-ce que Mario Draghi n'est peut-être pas un petit peu trop accommodant? Est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps au bout d'un moment d'amener un peu de consensus dans le comité de politique monétaire de la BCE et de ne pas laisser que Draghi s'exprimer en mode ultra dovish? Il n'y a pas de souci, on ira en mode forever, un peu à la méthode japonaise, c'est-à-dire c'est pas grave, on a d'autres outils monétaires à notre ceinture, et puis si le QE ne suffit pas à stabiliser, on ira faire comme les Japonais, c'est-à-dire acheter des ETF, ce qui sera donc la fin de la zone euro. Hein. Si on s'amuse à faire ça, je ne vous raconte pas le carnage, hein, parce que l'économie n'a rien à voir avec l'économie japonaise. Nous, on a quand même une économie bien plus grosse que le Japon, donc s'amuser à racheter des ETF, c'est-à-dire faire clairement rentrer la banque centrale au capital des entreprises européennes, je ne vous raconte pas le carnage en cas de récession, hein, parce que là, derrière, voilà. Bon, les banques systémiques, il n'y a pas de souci, on sait que ça existe. Une banque centrale systémique, on ne connaît pas encore le revers de la médaille. J'espère qu'on ne sera pas les premiers à expérimenter ça, parce que j'aimerais pas franchement qu'on soit les premiers à se taper le coup de massue, parce qu'évidemment, il y a une contrepartie à tout. Hein, donc c'est joli de dire, entre guillemets, nos entreprises ne pourront jamais faire défaut, puisque la contrepartie, c'est la banque centrale, et que la banque centrale, c'est plus too big to fail que ça, tu meurs. Donc il faut faire attention, hein, voilà. Il n'y a jamais de too big to fail. À chaque fois que vous entendez ça, ça finit toujours mal, mais plus tard, voilà, on paye toujours les pots cassés ensuite. Donc voilà, c'est surtout, j'aimerais qu'on ne soit pas les premiers à le faire, voilà. Qu'on ne soit pas les premiers à souffrir d'une récession dans ces contextes-là. Allez, hop, on a fini, on va faire de l'intraday. Donc on va basculer sur ce schéma-là. Je vais momentanément virer ceci. Donc vous, évidemment, pour la plupart, vous ne pourrez pas faire ça, hein, parce que schématiser en 8 graphiques, c'est compliqué. Et puis, ça demande quand même une carte graphique qui est assez costaud. Et puis, vous voyez, là, pourtant, moi-même, avec une 1080, ça y va tout doux. Hein. Enfin bon, voilà, après, c'est aussi l'interface du navigateur, hein, qui demande ça. Et donc voilà, allez, donc je vais vous dire ce qu'il y a. Donc vous avez tout qui est marqué en haut. Donc là, c'est Eurodoll, GBP, USD. USD Yen, Boeing, Apple. Alors Boeing, ça c'est parce que je regardais Boeing hier. Aujourd'hui, on va remettre, je pense, le Gold. C'est ce qui me semble le plus. Voilà. Et Apple, c'est fini. On va remettre l'US Oil. Voilà, donc ici des comos, là les indices, donc S&P, Nasdaq, DAX, puisque c'est ceux qui sont le plus regardés en ce moment. Et là-dedans, tout simplement, c'est de l'intraday. Donc là, par contre, on prend quoi? On pose son cerveau, on le met de côté, on arrête de réfléchir et on regarde qui est sur des zones techniques intéressantes. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, en fait, le premier truc que je fais, c'est-à-dire qu'avant même de trader le contexte, donc là, on est en 15 minutes, hein, d'accord? Donc ça veut dire que les canaux que vous voyez là, ça, c'est des canaux daily. C'est tous les jours, vous avez une mise à jour du canal. Et ça, c'est les canaux de 2 heures. Donc en gros, ça, c'est le canal que vous tradez. Ça, c'est le contexte. Donc, on regarde qui est sur un contexte. D'accord? Et après, on ira voir quel est ce contexte.
Donc là, il y a ici, on a GBP qui est sur un contexte, c'est-à-dire un bas de canal à l'achat. Donc on peut chercher des soutiens sur le GBP. On va regarder maintenant quels sont ces différents soutiens. On a par contre l'USD-Yen, pareil, sur un canal de long terme baissier, donc ici plutôt à la recherche de vente, mais attention, on ne fait pas ça n'importe comment, hein, on va chercher des signaux. Sur le gold, hop, même chose, on est sur des zones support de long terme. On va essayer de se créer un schéma sur le WTI, plutôt des ventes, c'est-à-dire qu'on est proche d'ici, donc ici chercher des ventes, ici chercher des achats. Sur le DAX, c'était plutôt des ventes hier, mais ça soutient, mais ça vendait là-haut. Là, on est plutôt donc sur des achats sur le Nasdaq et des achats sur le S&P 500. D'accord, ok, donc ça c'est ce qu'il faut essayer de faire. Maintenant, 2 minutes. Voilà, j'ai fait mon contexte, donc maintenant on essaye de voir donc en 2 minutes ce qu'on essaye de faire. Alors pardon, donc on a dit qui est sur les zones techniques et qui donne un signal d'achat. Donc là, GBP c'est plutôt achat. Donc j'essaie de voir comment je peux... J'avais un truc pour... Non, c'est pas ça que je veux. Ah mince. Ah non, c'est sur le prix. Voilà, désolé, autant pour moi. Voilà, donc là par exemple, vous venez, vous vous dites, ok, mon background... Ah bon, ils font chier, il faudrait que je garde ma custom color. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. On va dire ça. Voilà. On va se dire ici dans cette zone-là, hop, plutôt achat. Donc, ce qu'on peut faire même, c'est d'ailleurs prendre le cadre de son contexte. C'est-à-dire là, vous voyez, le carré du contexte, c'est ça. Donc là-dedans, je me dis tout là-dedans, c'est plutôt des achats. Si on va en dessous, c'est pas bon. Voilà. Donc zone à acheter, ça me paraît pas mal. Donc GBP, plutôt essayer de trouver des achats aujourd'hui. Je vous dis, on pose le cerveau. Là, je m'en fous des scénarios swing. C'est pas de savoir est-ce que j'achète, je vends le GBP. C'est purement, on traite de la liquidité en intraday. Donc, est-ce qu'on est à la recherche d'achat ou est-ce qu'on est à la recherche de vente? Donc USD-Yen, là, c'est l'inverse. On cherche des ventes. Putain, c'est incroyable. Hop, voilà. Donc là, c'est plutôt des ventes. Voilà. Ok. Donc, dans cette zone-là. On a dit DAX, il n'y a rien à faire. La zone a déjà été vendue ce matin, donc on ne fait plus rien. On a dit Nasdaq, des achats à essayer de chercher par là. Hop. Vous allez voir, hein, c'est vraiment d'une stupidité affligeante, hein, ce type de trading. C'est de l'intraday, hein, c'est vraiment là, tu poses ton cerveau, tu réfléchis pas. Là, on est entre les deux sur le S&P. Donc, je pense que lui, il ne faut pas le traiter aujourd'hui. Pas intéressant. Hein, donc, soit achat-vente, mais il est vraiment entre les deux. Donc, pas d'intérêt graphique pour ma part aujourd'hui sur celui-là. Pas d'intérêt graphique non plus sur l'euro-dollar, où on serait plutôt à la recherche d'achat, mais on est encore assez loin de la zone. Donc, je dirais pas vraiment pas intéressant pour aujourd'hui. Hop. Et on a dit oui, gold des achats, ça me paraît très intéressant. Voilà, on est déjà allé piquer sous la zone d'achat, donc ça me paraît très intéressant, gold, là ce matin, sur des signaux acheteurs, d'essayer de jouer, puisque là on est vraiment sur la partie la plus intéressante, c'est-à-dire la zone basse d'un canal ascendant, ça me paraît très intéressant. Voilà. Et là on a dit même chose, mais à la vente sur le crude oil. Hop. Voilà, là, essayez de jouer des ventes là-haut. Dans le contexte vendeur. Voilà. Hop, ensuite, donc on repasse en intraday, c'est-à-dire en 2 minutes. Putain, là par contre ça rame. Hein. Voilà. Hop, voilà. Et là on va trader de la liquidité à court terme, c'est-à-dire qui est dans les zones. Donc là, on est dans la zone vendeuse, c'est parfait. On a un TP, donc c'est pas assez. Je dirais qu'on va attendre juste un peu plus haut sur l'USD-Yen, le laisser terminer son cycle bullish. Et ici, tout simplement, au contact des canaux, là, hop, un petit peu plus haut, essayez de voir si on ne peut pas choper un cycle vendeur, un cycle bear, et si on le chope, bam, vendeur sur l'USD-Yen. L'objectif, c'est donc d'aller chercher ce canal-là, hein, qui est donc le canal de l'UT supérieur, c'est de faire tac, tac, et une fois qu'on arrive là, on sécurise le trade,
Et si on veut garder un swing, puisque moi ça m'intéresse l'USD-Yen en swing, c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que là, comme ça correspond à un scénario swing, je vais vendre l'USD-Yen, ici encaisser 50%, abaisser mon stop, et puis derrière, soit le marché me chasse les 50% restants, soit le marché valide, et j'ai 50% gratos dans le marché pour renforcer les scénarios swing. Daxu. Non, on n'avait dit pas d'intérêt sur celui-là. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par le DAX, mais moi, ce matin, il ne m'intéresse absolument pas sur cette zone de prix. Et là, alors, donc le gold, voilà, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Gold, structure de TP, et on a bien ici 2 triangles avec un momentum acheteur. Je pense que là, le gold, un achat est possible là, ce matin. Objectif, revenir viser la zone des 1220, 25, là, revenir chercher ce canal-là. Donc là, je dirais gold ce matin, c'est le plus intéressant. En intraday, hein, là on parle bien, je vous ai dit, on pose son cerveau, on ne cherche pas à comprendre, on fait ça. Voilà. Moi, je dirais un truc comme ça sur gold ne me semble pas inintéressant, avec une gestion du risque très intéressante. C'est-à-dire que là, moi je dis, comme c'est de l'intraday, il faut s'invalider. Alors peut-être une nouvelle poussée baissière, peut-être sur le gold. Ça reste un TP, hein, donc il faut quand même y aller mollo. On a jusque là, ça veut dire qu'il faut mettre le stop là-dessous. Peut-être attendre attendre quand même un signal un petit peu plus punchy. Je dirais peut-être espérer le gold un petit peu le plus bas, peut-être, et ensuite jouer l'achat, c'est-à-dire ici avec une zone avec un meilleur risque ratio rendement, soit vraiment voilà, prendre ce signal. Pour moi, il est exploitable, mais il est plus risqué dans le sens où là, il faut mettre 1 pour 1. C'est risqué 1 pour 1, le stop doit être là, hein, puisque la fin du cycle TP se fait là, donc théoriquement, là, voilà. À voir. Moi, je ne suis pas super friand de cet achat-là tout de suite, mais il n'est pas inintéressant, dans le sens où je pense qu'il peut franchement payer. Le WTI, on n'est pas du tout proche des zones intéressantes, donc pour l'instant, je pense qu'il ne faut rien faire. Et c'est à peu près tout. Et le Nasdaq, on est encore loin des zones d'achat, donc pareil, ne rien faire non plus là-dessus. Donc je dirais, voilà, moi ce matin, parmi ceux qui présentent l'intérêt, le GBP, bam, là le gros exit, il est beau et il doit être validé. Voilà, lui il est bien validé, donc là il y a un beau gros double bullish, donc un achat ce matin GBP-USD, totalement intéressant en intraday, ce qui me semble le plus intéressant en structure intraday, une vente dollarienne qui va pas tarder à arriver, et je pense normalement un achat de gold. Donc vous voyez, c'est plutôt la thématique dollar aujourd'hui qui risque d'être prise à contre-pied, c'est-à-dire des résistances sur le dollar, me semble être le thème intraday. Voilà, donc si vous voulez appliquer cette stratégie intraday, qui est juste encore une fois une modulation de l'autre, hein, c'est toujours les mêmes étapes, hein, contexte, cadre technique et signal de trading. Et donc la mise en application, il y a de nombreuses options possibles, à vous de choisir celle qui vous semble la plus confortable. Moi hier je me suis construit ce setup parce que je le trouve pas mal, parce que j'ai tout d'un coup, j'ai une vision d'ensemble, mais attention, hein, voilà, je vous ai dit, en intraday on pose son cerveau, on regarde vraiment son contexte, son cadre technique, et on trade ces signaux en intraday. Vous ne tenez pas compte de tout ce que je peux dire sur les scénarios swing, vous en foutez complètement en intraday, c'est vraiment ça, hein. Retenez, pas de logique de marché, on est là pour chercher de la liquidité, c'est-à-dire où sont les zones de prix intéressantes, et normalement en intraday le marché tape les bornes pour aller voir jusqu'où on peut aller, et vous jouez simplement la borne de marché en intraday. Voilà. De préférence dans le sens du contexte, hein, c'est pour ça qu'il vaut mieux favoriser normalement ces trucs-là. Mais le but, hein, en intraday, c'est d'essayer donc de limiter l'amplitude du marché en intraday, point barre. Allez, sur ce, je vous laisse... Ah non, pardon, question. Alors oui, évidemment, aussi, on tient compte du calendrier économique. Voilà, c'est la dernière chose. Donc là, dans 13 minutes, on a le PIB trimestriel en zone euro. Donc là, par exemple, vous ne vous amusez pas à rentrer un trade sur le DAX. Ou alors, vous le mettez, faut qu'il soit sécurisé, ou alors, il faut que vous ayez un stop qui soit suffisamment large pour absorber la volatilité de ce catalyseur, qui n'est pas un énorme catalyseur, mais voilà. Donc attendu, hein, à nouveau en baisse, le PIB annualisé de la zone euro, hein, donc 1,9 quand même. Bon, moi ça m'effare toujours de voir des chiffres pareils. Ça fait quand même, je vous rappelle, au début de l'année, il nous sortait quand même 2,8 de croissance en zone européenne, hein, c'est-à-dire qu'on a perdu 1%. Entre-temps, bon, nous, on a bien dérouillé, il n'y a pas de souci, on a bien dérouillé. On l'a bien payé, ce chiffre. Donc, allez, bref, voilà, à suivre, vos questions, et ensuite, on se laisse là-dessus. Hop, alors merci
pinned. Alors, je suis résident en Suisse et pour ce que tu racontais avec les échéances, si on peut recevoir de l'économie, ce serait top. À voir, hein, voilà, la Suisse exporte beaucoup. On verra tout ça, hein, mais voilà, moi le problème c'est que malheureusement l'activité de la Banque centrale, je la trouve très 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 borderline. Je pense que les banques centrales qui s'amusent à jouer ça, joue un jeu un peu dangereux et moi j'aimerais pas être parmi les premiers. Voilà, il y aura probablement quelqu'un, soit la Banque centrale du Japon, soit l'USDCHF, hein, les deux qui investissent de manière directe, c'est-à-dire via des canaux directs, sans intermédiaire, dans les entreprises, dans des entreprises. C'est-à-dire que voilà, ils investissent, Voilà. L'USDC, enfin, la Banque centrale de Suisse, elle achète carrément des actions Apple. La Banque du Japon, elle achète les ETF japonaises. C'est-à-dire que la Banque centrale de Suisse, elle fait encore pire. Elle achète même pas des actifs suisses. C'est quand même magique, quoi. C'est-à-dire que la Banque centrale achète des actions américaines. Là, tu fais non mais attends, ton job, c'est pas de faire de la spéculation. Ton job, c'est de maintenir la stabilité financière de ton pays. Donc bon, enfin, il y a un autre problème là-dessus, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors, CSGN, Banque Suisse a un super potentiel, 5 super vagues de baisse. Si le marché suisse joue son rôle de valeur refuge, ça peut être un gros coup. Oui, bah non, justement, parce que moi je pense que ce sont les zones parmi lesquelles il y a des petits soucis, mais on va voir graphiquement ce que ça dit. Donc, réduit suisse, oui, qui est quand même une bonne cap. C'est quoi la market cap de ça? Ils donnent pas. Ah si, market cap. Oh putain, merde, ils peuvent pas me donner le chiffre, l'écono. Ok, 32 milliards. Okay, c'est pas énorme non plus, mais c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ouais, oui. Bon, là, je dirais que ça demande un pullback, mais pas un achat. Hein. Tu es sur du TP, pour moi, ça ira plus bas. C'est juste que déjà, ton cycle TP, il s'est fait tirer jusqu'en bas. On est venu chasser du stop. Moi, je dirais une petite remontée en 2 vagues, et je ne m'attends pas à ce que ça aille bien plus loin, ni même que ça casse une résistance. Je pense que ça cassera une ligne de tendance, par contre. C'est-à-dire que là, moi, je dirais, si tu veux jouer ce truc-là, putain, voilà, si tu veux jouer ce truc-là, attends que cette trendline, soit cassée. Donc, je pense que le marché va revenir la chercher et la briser. Je pense que c'est au-dessus, je dirais proche de ces clusters-là, là où on a cette zone résistante assez puissante. Voilà, je dirais par là un signal assez intéressant à jouer pour essayer de jouer ici une revente, donc une vente, tac, avec un contact sur l'oblique, et puis derrière un marché qui réattaquera un peu plus bas. Mais sur une deuxième vague de baisse, hein, voilà, donc c'est ici, voire plus haut. Hein, on va dire noter les différentes résistances, celles qui ont bloqué dans le schéma ascendant. Hein, donc je dirais voilà, sur ces deux zones-là, donc soit 15-40, soit 15, soit 16-30, ici essayer de rechercher des ventes sur ce truc-là. Donc là, si tu veux jouer des achats, ok, mais ce sont des achats contre-tendance, des pullbacks techniques, et je vois difficilement cette action aller bien loin. Voilà, sachant que là, tu n'as même pas de confirmation sur le momentum. Si tu y vas à poil. Moi, je ne jouerai pas ce jeu qui me semble un peu dangereux. Voilà. Moi, en respect de la stratégie, je pense qu'il y aura d'autres stratégies qui proposeront des intérêts plus techniques. Voilà. Ok, mais certes, tu fais comme tu veux. Moi, je pense sincèrement que c'est complètement surpricé, point barre. Et pour l'instant, je suis désolé, le marché m'a donné raison. Ça tombe, et la question, c'est de savoir jusqu'où. Voilà. Parce que faut bien être... faut être rationnel. Ce qu'on paye, ce n'est pas les profits actuels. Ce qu'on paye, c'est les profits futurs. Le marché, il n'est pas là pour payer ce qui se passe. Il est là pour payer ce qui se passera dans 5 ans. Pas dans 5 ans, mais on va dire dans 3. On essaie d'anticiper au moins 1 an. C'est-à-dire d'anticiper les profits qui seront réalisés à horizon 4 trimestres. Bon courage pour imaginer que ces profits vont rester à la hausse avec la pente qui était la leur. Donc je pense que c'est à ça que les pullbacks actuels se mettent en place, tout simplement parce qu'on a anticipé des profits qui ne seront pas là. Voilà, c'était conjoncturel. Il y avait à la fois tax plan, des montagnes de cash hallucinantes qui commençaient à se former sur ces entreprises, qui génèrent des profits mais complètement fous. Mais au bout d'un moment, effectivement, il faut te poser la bonne question. Des États surendettés
qui réalisent des politiques fiscales complètement dingues, c'est-à-dire en fait, tout simplement des États qui vont fonctionner en déficit, face à côté des corporations plus grosses que les États, enfin, qui arrivent au niveau de certains États, avec des montagnes de cash et d'investissements complètement folles, qui ont un pouvoir complètement enraciné dans le pouvoir politique, se dire au bout d'un moment si ce système-là, c'est ça l'avenir. Voilà. Comme j'ai dit, je vous amène à cette réflexion que je trouve intelligente. Les iconoclastes, j'aime bien et j'aime pas non plus. Mais il y en avait un des iconoclastes là, je me souviens plus son nom, celui qui est tout fin avec une barbe là, et qui disait un truc très très intelligent. Si on regarde en fait dans l'histoire, ce qui s'est produit la dernière fois qu'on a eu ça, c'était à l'époque donc des Rockefeller qui tout simplement avaient un pouvoir supérieur au pouvoir politique. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, le pouvoir politique a décidé de cutter complètement, c'est-à-dire que en fait ils ont splitté l'entreprise, ils l'ont scindée. Et derrière, effectivement, il n'y avait plus ce conglomérat et on a tout simplement éclaté en fait le conglomérat industriel, industrialo-bancaire du coup à l'époque, de dire voilà, non, en fait vous avez plusieurs activités, vous allez scinder ces activités et vous en perdez le contrôle. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc se dire, demain, au final, on peut très bien dire fuck off. Voilà, aujourd'hui, les Apple et les Google sont plus forts que des États. Non, on vous emmerde, ça n'existe plus. Voilà, Apple, ça n'existe plus. Google, ça n'existe plus. Ça deviendra d'autres entreprises. C'est pas impossible du tout. Il faut faire très très attention à ça. Le problème, c'est que si ça se produit, je ne vous raconte pas le prix de rachat d'une action Apple. Voilà, c'est à voir votre truc. Moi, je trouve que ça me paraît risqué aujourd'hui de spéculer sur la poursuite des schémas actuels, tout simplement parce que les schémas sont paraboliques, les particuliers commencent à acheter ces entreprises, et que pour moi, graphiquement parlant, tout indique que ce machin-là va subir une décote majeure. Maintenant, est-ce que ces entreprises vont disparaître ? Pas du tout. Tout simplement parce que justement, elles ont des montagnes de cash hallucinantes. Et effectivement, tu peux destroy leur valorisation de 50%. Elles auront toujours une capacité d'investissement qui font qu'elles seront toujours dans le paysage des plus grosses entreprises au monde. Mais tout simplement, tu peux leur enlever 50% de capitalisation. Ça ne va pas les tuer non plus. Voilà, ça va faire mal, ça c'est clair. Ça va demander des restructurations à l'intérieur de la boîte. Mais en attendant, le cash ne va pas couler indéfiniment non plus. Voilà. Il faut faire attention. Voilà, moi, ce que je dis, c'est pas faut vendre Apple, ça va disparaître. Non, c'est vraiment pas ça. Je dis simplement, c'est survalorisé, la structure de prix est extrêmement dangereuse et il y a des profits éventuels à faire de par cette déstructuration de prix. Maintenant, ce sont des profits spéculatifs et tant que c'est pas validé, on ne tape pas sur la machine. Tant que c'est pas confirmé, ça ne reste que du blabla. Voilà, c'est de la spéculation. Tout le reste, tout ce qu'on fait autour, moi encore une fois, c'est pas des convictions réelles que j'ai, c'est simplement je me convainc pour pouvoir ne pas faire de retour de veste. C'est-à-dire que j'arrive à trouver une confiance supportable dans ce scénario en attendant que les prix valident mon idée. Si les prix m'invalident, je sors et c'est pas grave. Je ne suis pas là à faire une lutte de pouvoir avec ceux qui pensent qu'Apple va aller chercher $250. Je m'en branle. Voilà. En fait, ce que fait Apple, je m'en fous. C'est simplement que j'ai une confiance dans mon scénario, donc j'exprime mon point de vue, je ne l'impose pas, et si j'ai tort, je ne serai pas du genre stupide à lutter contre un marché qui monte. Voilà. C'est bien ça la leçon à prendre là-dedans. Que penses-tu de Repero ? Alors, putain, c'est quoi la rep ? Je connais même pas cette devise. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, ok, c'est pas une... Ok, c'est une crypto. Oui, non, c'est pas inintéressant. Là aussi, traverser du désert, pourquoi pas. Là, il y a une historique qui est suffisante, c'est-à-dire que ça me paraît pas inintéressant. Non, c'est pas inintéressant. Maintenant, la structure de prix, elle est que quand même, t'es remonté. Alors, combien a été retracé ? Donc ici, t'étais à 2. Ouais, ok. Donc, t'étais à 2 € au plus bas. Et aujourd'hui, le plus bas est à 10. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas inintéressant. Voilà, c'est pas inintéressant. Après, donc tu vois bien la structure là, donc bulle, crack,
première phase de décrochage, phase espoir, et là, donc fin du crack. Donc ici, tu traites une structure crack, donc je dirais comme le Bitcoin ici, traiter une traversée du désert. Ça me paraît pas inintéressant, hein, parce que tu vois, celle-là a déjà franchi sa résistance. Donc fais attention, hein, là, tu n'es pas dans une zone où il faut acheter, d'accord? On vient de franchir la résistance, donc là, tu attends éventuellement le franchissement du support pour aller acheter légèrement en dessous. Donc je dirais, voilà, des 9 euros, ça me paraît pas inintéressant à acheter sur ce truc-là. Voilà. Moi, c'est la vision que j'en ai. Pas inintéressant, mais attention, hein, ça doit être fait dans le cas d'un buy and hold, donc comme Bitcoin, pas de stop, pas de levier et une fraction de ton capital investi là-dedans, et certainement pas un truc comme mettre un tiers de ton capital là-dedans, hein, parce que si ça va à zéro, bah, tu perds un tiers du capital et ça, c'est pas possible. Donc une portion de type 5 à 10% grand maximum pour ceux qui sont Showtime, mais ça me paraît pas inintéressant ton truc. Voilà. Mais après, je sais pas ce que c'est. J'aimerais bien savoir ce que c'est quand même que la technologie un peu derrière ça, parce qu'il ne faut pas non plus acheter une coquille vide. Je sais pas quelle est la capitalisation de ce machin. Moi, je traite Bitcoin parce que j'ai pas besoin de savoir, si tu veux, si Bitcoin a une technologie intéressante, pas intéressante. Je sais qu'il y a du volume dessus. Enfin, qu'il y a du volume. Il y a de la capitalisation. Donc, ça montre que quoi qu'il arrive, il y a déjà un intérêt. Donc, si tu veux, je peux spoiler la partie technique. Dans ce cas-là, uniquement parce que en fait, il y a une capitalisation qui génère un intérêt. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, je le vois plutôt dans ce sens-là. Donc fais attention, je ne connais pas la capi de Rep Euro. Je ne pense pas que ça me soit donné ici. Non, voilà. Ah putain, c'est marrant ça. Je ne savais pas qu'il nous donnait le... Ah ouais, on a l'order book. Putain, c'est bien ça maintenant. Ah ouais. Ah ouais, pas mal du tout. Ouais, c'est bien. Bon, non, mais tu vois, effectivement, je pense que là, tu as un marché qui peut monter encore un peu, hein, aller chasser un peu au-dessus de la résistance, mais pas beaucoup plus. Puisque, effectivement, pour l'instant, tu as plus de demandes acheteuses. Donc, en général, quand tu as une demande acheteuse supérieure à la demande vendeuse, ben, c'est un marché qui va rebaisser. Donc, je pense franchement que ce marché a fait son sommet. Probablement aller chercher des bottoms un peu plus bas. À voir, voilà. Mais ça semblerait corroborer de toute façon ce qu'on a vu sur les autres cryptos. C'est marrant, je ne savais pas que Kraken du coup fournissait sa profondeur de marché. À TradingView. Alors, on continue. Le DAX a l'air en forme. Je pense qu'on a touché le bottom. On va dire qu'on va aller 13K. Non, pas 13K, donc carrément pas 13 000. On va regarder. Alors, Daxu, ça consolide ce matin, mais c'était vraiment pas inintéressant hein, comme achat. Mais je pense, attention, hein. Moi, le problème, c'est que voilà, ce qui me gêne avec la zone euro, c'est qu'elle suit les marchés américains. Donc, jouer des rebonds sur la zone euro, oui. Moi, je dis oui. Le problème, c'est que pour l'instant, on est dans le cadre du scénario qui était anticipé, c'est-à-dire ça rebondit. Hein, et si on fait juste une 4 ici, on est bien venu chercher la zone de vente qui avait été identifiée précédemment. Si c'est ici, c'est game over et que ça retombe chasser le support, si tu as acheté ici, tout simplement, tu te fais chasser le reste. Hein. Donc j'espère que ceux qui ont acheté hier ou avant-hier plutôt, c'était vendredi, voilà, ceux qui ont acheté vendredi, j'espère qu'ils ont pris les profits là-haut, et je pense que c'est le cas, tout simplement parce qu'ici, il y a plus de chances maintenant qu'on aille au sud. Hein, et je pense que pour moi, c'est plutôt vers cette zone-là qu'ici, je serais très enclin de jouer des achats zone euro. Donc ça corrobore un peu ce que je vois partout, des pullbacks à réaliser. Maintenant, attention, le DAX peut très bien racheter une nouvelle fois ici, et venir viser la zone supérieure, là, les 11 500, 11 000, mais de la 13 000, non, pour moi, pas du tout mature pour du 13 000. La structure de prix, elle sous-entend ici vague 1, bien étendue, bien longue, on voit bien les sous-décomptes et les sous-vagues. Là, on tire 2 vagues supplémentaires. Pour l'instant, on bloque ici en overlap, donc j'ai tendance à penser qu'effectivement, on fait juste une vague de baisse. Maintenant, c'est la dernière, et je pense qu'elle est finie. Voilà, on voit bien 1, 2, 3, 4, bam, 5. Ça me semble un schéma bien fini. Voilà. Donc je dirais ça me semble mature maintenant aujourd'hui pour s'arrêter sur le DAX, mais attention, ça peut se faire plus bas sur la zone des 10 008, vers cette zone-là, vers ces 10 008, où là effectivement pour moi il y a un vrai support de long terme, et là effectivement je serais prêt à jouer des stratégies acheteuses. Maintenant ceux qui veulent commencer à limiter le marché à la baisse, je trouve ça totalement logique. Hein. Pour moi aujourd'hui dans la gestion du risque, c'est beaucoup plus logique de chercher des achats en zone euro que des ventes. Parce que le risque, si tu veux, là, c'est de se dire, moi ce que j'aime bien c'est ça, c'est de savoir est-ce que je prends un risque, quel est ce risque, et au contraire est-ce que je veux trader le risque. Et je pense qu'en ce moment, il y a un risque de rebond majeur sur la zone euro, et c'est ce risque-là que j'aimerais trader. Donc j'aimerais bien trader des achats sur la zone euro, mais des achats sur support, et sous certaines conditions. Je pense que pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies. Je pense que ce marché nécessite peut-être une petite vague de baisse de plus. Voilà, c'est mon sentiment. Je pense en l'état que ça peut aller un peu plus bas. Maintenant,
Voilà. Si achat il y a à réaliser, c'est vraiment, je pense, jouer un A, B, C. Et quand je vois la structure de la correction précédente, je vois qu'on a mis autant de temps déjà à la corriger. Je pense que pour moi, on peut déjà dire que là, on a probablement trouvé une résistance. Donc je n'aurai pas d'achat ce matin sur le DAX. Voilà. Mais plutôt des ventes. C'est ce qu'on a vu ici, de toute façon. Regardez, Daxou, c'était plutôt des ventes qu'il fallait réaliser. Et c'était ça. C'est-à-dire que ce matin, en fait, s'il y avait un trade à faire sur le DAX, c'était de vendre là-haut, quoi. Voilà. Il n'y avait pas, de confirmation saine du momentum, parce qu'ici on avait juste une pattern de surcharge. C'est-à-dire que la surcharge, je vous rappelle, c'est une pattern que vous pouvez trader, mais que en cassure. C'est-à-dire que là, en fait, vous voyez, quand on vient ici, vous dites, vous attendez que le marché fasse un support, et normalement, cette pattern-là, elle sous-entend que le marché va généralement aller chasser plus haut. Donc ça vous dit, ne vous positionnez pas là, vous risquez d'avoir de meilleurs prix. Là, en l'occurrence, ça ne parvient pas à aller plus haut, et bam, on casse même la trendline. Je dirais, ici, par contre, il y avait un signal de vente ce matin sur le DAX. À la cassure de ce petit support, on rentrait vendeur avec un stop au-dessus de ça, et on jouait effectivement le cycle vendeur derrière. Là, il n'y avait pas de soutien du momentum. Hop, on continue. Ici, il y avait un petit profit partiel à faire. Donc, vous voyez, bas de canal, il y avait le petit point bleu, hop, et le triangle. Donc là, il y avait un 50% encaissé ce matin, 11 300. Je dirais ici, donc en gros, ça faisait vente, 50% stop break-even, et là, boum, deuxième pattern. Ah non, ici, il n'y a pas de pattern. Donc là, normalement, vous êtes toujours vendeur dans le DAX. Pire, là, vous êtes même... Non, il n'y a pas de renfort encore. Voilà. Mais là, normalement, toujours vendeur sur le DAX. Voilà. Moi, je ne vois pas de raison. Ça va arriver vers les supports majeurs. Donc ici, là, dès qu'on arrive sur le canal majeur, il faudra faire un nouvel encaissement. Mais moi, pour moi, la DAX, je vois pas de... ça reste vert pour moi, là. Voilà. Donc voilà, Gold ça réagit, mais comme on est venu chercher un peu plus bas, moi j'attendrai encore un petit chouïa, mais ça me paraît pas inintéressant. Sur la partie USD Yen, on a le double signal vendeur là, la divergence et la résistance. Ça me paraît pas inintéressant. Maintenant, on est toujours dans le cycle acheteur, donc j'aimerais bien là, voilà, on voit que ça freine pas pour l'instant les doubles signaux vendeurs, mais j'attendrai donc le prochain cycle vendeur. Donc j'attends que Sinewave détecte un cycle vendeur pour se mettre à la vente là-dessus. On voit que sur GBP, le marché, comme d'hab, rien à foutre. C'est-à-dire, on n'est pas sur un marché technique. Là, on est bien sur des structures exit. Normalement, le marché devrait s'arrêter, mais il fait quoi? Eh ben non, je continue à t'enfler la gueule un petit peu plus, toujours. Trop fort ce dollar. Et évidemment, donc voilà, l'euro-dollar qui vient chercher les zones de cassure. Donc je pense qu'on fait le mouvement de swing de la matinée là dans pas longtemps. Je pense qu'on vient chercher les zones maximales. On vient chercher donc un signal d'achat sur l'euro-dollar, un signal d'achat même chose sur GBP, donc un peu plus bas. Mais je pense que là les signaux acheteurs vont pas tarder à arriver. Donc sur la partie dollar, enfin la partie contrepartie dollar, donc essayer du coup de vendre le dollar yen, d'acheter GBP et d'acheter euro-dollar en intraday pour jouer donc dans un premier temps des pullbacks et peut-être des retournements derrière en fonction des clôtures ce soir. Question finale. Alors, tu dis que Tesla est tombée, mais elle est remontée plus vite que ce qu'elle est descendue, flirte à nouveau avec les sommets historiques, et bizarrement, tu n'envisages pas de la shorter à nouveau. Mais c'est fini, Jean-Marie. Un scénario, c'est un scénario. On joue un contexte dans lequel on a une gestion du risque favorable. Alors, est-ce qu'ici on joue des ventes? C'est possible, mais quand ça remonte comme ça, non, moi je suis désolé, là je ne fais pas mumuse sur Tesla, ça me paraît inintéressant. Il y a une gestion du risque intéressante, c'est-à-dire qu'ici tu peux jouer un risque ratio rendement, on est venu clôturer les gaps. Si tu veux vendre Tesla, moi je te dis, ok, c'était une zone qui était anticipée. Maintenant, tu es dans le cadre technique, il n'y a pas de souci, on est bien ici. Ça veut dire que là, en 2 heures, tu peux effectivement chercher des ventes. Est-ce qu'on a un signal? À mon avis, non. Là, ça m'étonnerait que Sinewave te mette un signal. Donc voilà, là pour moi, tu es en tendance haussière, sans signaux, et tu veux vendre. Moi, c'est pas possible. Tu respectes pas la stratégie. Alors, soit tu vends la zone technique à l'aveugle, mais alors tu assumes le risque. Ça veut dire que tu vends sans aucune gestion du risque. Là, en gros, pour moi, tu as respecté 1 et 2. Le contexte, c'est un range, tu as un risque ratio-rendement intéressant, certes, tu es sous résistance, tu es dans le cadre technique, mais tu n'as aucun signal. Donc tu gères ton risque, mais avec 2 étapes de la stratégie sur 3, tu fais comme tu veux. Voilà. Moi, je pense qu'il y a d'autres trucs en ce moment qui respectent les 3 étapes de la stratégie, et il vaut mieux, à mon avis, exposer son capital à ces trucs-là que de jouer Tesla. Mais c'est mon avis. Maintenant, tu fais comme tu veux. Si tu veux vendre Tesla, je pense que tu respectes une bonne partie de la stratégie, mais pas l'intégralité. Alors, j'ai trouvé un courtier qui me permet l'achat d'actions sur les marchés asiatiques tels que Xiaomi. À tout hasard, le connais-tu? Veux dire ton avis? Je suis résident belge, c'est Lynx. Oui, alors
oui, pour moi, ça va. Voilà. Après, il faut regarder s'ils n'ont pas trop d'activités spéculatives. Mais ça me paraît pas, voilà. Contrôlé par en Belgique, par la FSMA, les bureaux aussi en France, le principal partenaire d'eBay. Oui, bon, voilà, moi, je pense que oui. Je pense que oui. Mais oui, c'est pas du tout la seule action qui sont intéressantes sur les marchés asiatiques, mais il faut faire attention à ça, Éric Martin. Encore une fois, hein, tu dis va passer de 22 à 12 en 3 mois, oui, certes. Ben voilà, et alors dans un range, on s'en fout de l'action de prix. Le contexte qui est joué ici est celui d'un range potentiel, donc on spécule sur la potentialité de formation d'un bad range ici. C'est une spéculation, si c'est pas bon, c'est pas grave. Mais il me semble que c'est très intéressant justement de jouer le retour de 12 à 22 en quelques mois derrière aussi. Pas forcément en 3 mois, mais là c'est un trade qui pourra mettre probablement 1 an à remonter. Mais quand ça remontera d'1 an, de 12 à 22, si ça le fait, bah, tu seras bien content d'avoir acheté à 12 et pas à 18. Voilà. Maintenant, si tu préfères attendre que ça franchisse des résistances, je peux comprendre. C'est une autre gestion du risque, un peu moins agressive que la mienne. Moi, je pense que Xiaomi, on peut être agressif. Voilà. Maintenant, il faut être conscient que, pour l'instant, le marché, l'agressivité, à chaque fois que j'en viens un peu, il me regarde et il me dit allez hop, je te fais une pichenette et tu dégages. Donc il faut faire très attention. Hein, voilà. On est toujours dans un marché très piégeux, très résilient, qui ne veut absolument pas céder aux spéculations. Donc voilà, hein, tu as un marché qui fait l'inverse de ce qui devrait. Un gold, encore une fois, ça devrait monter. Et on fait quoi? On fait tout pour aller chasser les spéculateurs. Donc voilà, il faut faire très très attention. C'est vraiment pour moi le marché, il n'y a pas plus piégeux que ça en ce moment. C'est-à-dire, voilà, je te regarde, je vois ce que tu fais, et comme ce que tu fais est intelligent, rationnel, je t'encule, je vais faire l'inverse. Donc tu poses ton cerveau. En ce moment, le faire de l'intraday, c'est clairement le mieux. Il n'y a pas de souci. Le swing, il n'y a qu'à voir la résilience qu'il faut dans les stratégies aujourd'hui pour arriver à tirer un gain. Il m'a fallu 6 mois pour arriver à récupérer mon gain sur les US. Même chose, Apple, pratiquement 1 an que je recherche gentiment des sommets à chaque fois qu'il y a un contexte qui peut le permettre. Donc c'est des trucs comme ça. Il faut se dire, c'est même plus de la patience aujourd'hui qu'on me demande. Pour moi qui suis d'un naturel pas très patient, c'est un supplice en fait en ce moment aujourd'hui la spéculation. Parce que c'est du pain trade en permanence. Il faut que le marché te prouve tort 2, 3, 4 fois de suite avant de te donner raison. Mais en attendant, si tu fais le switcher, t'as aucune chance. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais du swing et que tu changes d'avis, mais t'es mort. Parce que le marché va te faire changer d'avis tout le temps. C'est du grand n'importe quoi. Donc en fait, aujourd'hui, il faut juste suivre bêtement les structures de liquidité en intraday. Mais pour moi, c'est d'un inintérêt. J'ai plus vraiment envie de faire de l'intraday. Ça me motive plus. Maintenant, c'est vrai que je vais peut-être en faire un peu maintenant parce que il serait peut-être temps quand même que j'essaie de finir cette année. Parce que là, pour le moment, c'est pas vu que je me fais tronquer sur les US à cause de mes conneries là des dernières semaines et que j'ai pas pu récupérer le gain que j'espérais. Voilà, forcément, ça va pas être une super bonne année pour moi. Ça va être une année très très moyenne, en tout cas qui sera en dessous de mes objectifs annuels standards. Donc, comme c'est pas une super année, peut-être que je vais faire un peu d'intraday sur les 2 derniers mois là, pour essayer de combler ce vide. Parce qu'il me manque à peu près 15 000 balles sur une année normale, quoi. Voilà. C'est pas énorme non plus, hein, ça m'empêchera pas de vivre, hein. Mais voilà. C'est un peu gênant. Et je préfère faire une année normale parce que j'aime pas trop, comme tout le monde, hein, je préfère faire une bonne année qu'une mauvaise. Et je préfère être au-dessus de la moyenne qu'en dessous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, allez, cela dit, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite donc une agréable journée. Si vous faites l'intraday, attendez encore un petit peu. Moi, je pense que là, il faut laisser, voilà, ça veut jouer les breakouts. Donc attendre, là, on est dans les zones donc, de contexte très intéressantes. Donc je pense que ça va être pour dans pas longtemps. Mais donc attendre normalement, ces 3-là vont donner le signal en même temps. Hein, puisque le signal, c'est le dollar. Donc c'est de dire, on laisse le dollar faire le couillon. Pour l'instant, on est dans les zones où ça peut être intéressant et pas jouer l'euro-dollar, mais essayer de jouer donc GBP et USD-Yen qui sont les seuls à être sur des zones techniques intéressantes, l'euro-dollar n'y étant pas vraiment. Et donc essayer peut-être de jouer dans le même temps le gold également, hein, qui est donc plus bas lui, à la recherche de son cadre technique à lui, enfin de son contexte majeur. Donc je dirais hop, paf, un peu plus bas sur le gold et derrière achat, vente pour de l'intraday et on récupère les gains évidemment dès qu'on arrive sur les zones opposées. Voilà, allez, je vous laisse.